je n'arrivais pas à comprendre comment ce métier-là pouvait être illégal. Donc du coup, je me suis dit, c'est pas possible. Je vais le faire. Je vais le faire. Faut semer. Et remettez les mains dedans. Arrêtez de manger de la merde. Alors, bonjour Johan. Bonjour Nexus. Nous sommes au salon bien-être d'Argenton-sur-Creuse, nous sommes le 15 mars et nous sommes tombés sur votre stand, alors que ce n'était pas prévu du tout au programme, votre stand de graines reproductibles. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur cette activité? Graines reproductibles, qu'est-ce que ça veut dire? Alors nous sommes une petite entreprise de Bussière-du-Oise, en Creuse, où nous sommes 11 en gros producteurs à produire des semences reproductibles paysannes de variétés anciennes pour la société La Graine des Prés. Alors les graines reproductibles, on peut les reproduire dans le jardin tout seul, sans avoir besoin de payer une licence ou un autre sachet l'année d'après. On peut les multiplier soi-même. Moi ça fait une petite dizaine d'années que je me suis lancé dedans parce qu'à l'époque c'était complètement illégal. Donc on risquait encore quelques années de prison et quelques amendes, même si c'était peu mis en action. Et il y a 4 ans maintenant, on a décidé de monter, nous, une petite entreprise, enfin plutôt ma femme d'ailleurs, une petite entreprise de semences, plus localisée centre-France. Enfin, en gros, on est 11 producteurs à produire pour La Graine des Prés, qui est en Creuse, et pour rester dans un terroir à 150 km autour de la maison. Pour rester sur des plantes acclimatées au terrain et au terroir, qui est une chose très importante. Toujours en variété ancienne, toujours en reproductible, même si on fait de la sélection pour que ce soit de plus en plus, enfin de mieux en mieux adapté aux conditions climatiques que l'on voit. Alors on va dire qu'on est adapté de Lyon à la Charente et pas trop pour le sud de Corrèze par exemple, et après on va pouvoir remonter par contre beaucoup plus haut. Parce qu'on a la chance d'être sur un terroir avec une zone pédoclimatique qui est assez fournie. Donc du coup on peut s'étaler. Et quelqu'un qui habiterait dans le sud de la France pourrait quand même utiliser vos graines? Alors, il pourrait, mais ce serait moins adapté que ce pourquoi on existe. Nous on existe pour des climats tempérés. On n'existe pas pour des plantes avec une grosse résistance à la sécheresse. On va être adapté, on essaye d'adapter à la sécheresse, on essaye d'adapter aussi à des années pluvieuses. On le voit l'année dernière, c'était pluvieux. Si on monte 4 ans en arrière, c'est extrêmement sec. Nous, le but du jeu, c'est d'avoir les 4-4. Jamais les Formule 1. Alors là, aujourd'hui, légalement, on se concentre sur le particulier. On a le droit de vendre aux particuliers pour du simple jardinier, pas du pro. Au nom de quoi? Ils nous pondent une loi tous les je sais pas combien de temps avec des trucs qui changent et puis bah, là ça a un peu changé en bien. On avait l'impression qu'ils nous lâchaient du lest. Mais de l'autre côté on sait que. Enfin on sait, c'est qu'on devient aussi un peu parano dans ce monde de fou là. Et donc on se demande s'ils vont. Enfin c'est déjà dans les tuyaux. En gros ils veulent ou par radiation ou par bain thermique. Alors, en fait désinfecter les graines pour éviter qu'elles aient des germes pathogènes sur elles. Donc c'est au nom de ça où ils nous interdisent nombre de choses. Et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Parce que là, il y a des milliards d'euros en jeu. Et si les initiatives comme la nôtre se multiplient, à chaque fois, même si c'est tout petit, on mange une part du gâteau à chaque fois. Et il ne faut surtout pas qu'on devienne trop gros, ni qu'on fasse trop de bruit. Il y a un business qui est monumental sur la sélection. Quand on sélectionne et quand on veut, par exemple, créer un hybride ou quelque chose comme ça, c'est parce que le labo qui a créé cet hybride-là a engagé 200, 300, 2 millions, 3 millions d'euros et qu'il faut rentabiliser ce pognon-là qui a été mis dedans. Donc du coup, on pousse par des lobbyistes à verrouiller le truc de manière à ce que celui qui a modifié la tomate pour qu'elle résiste qu'elle soit rouge, qu'elle fasse 87 grammes et qu'elle résiste à 8 heures de transport, qu'il puisse gagner son pognon par rapport à ce qu'il a investi. La loi elle est uniquement dans ce sens là, parce que c'est au point de vue nutritionnel, c'est des tomates qui valent rien. Et on mange quand même pour. Enfin c'est de la bouffe ça. Moi je veux qu'on mange. Est-ce que les graines qu'on achète, les graines Bayer, etc., est-ce qu'elles sont reproductibles celles-ci?
Alors certaines le sont, quand c'est des variétés qui sont inscrites au catalogue ou des best-sellers, comme une tomate cœur de bœuf, une tomate ananas ou quelque chose comme ça, elles sont reproductibles. Mais ça va plutôt être des tomates, tout ce qui est tomates hybrides ou mutagénées, c'est celles-là qui ne sont pas reproductibles, ou qui sont reproductibles mais qui ne donnent pas de variété mère. Généralement, nous on les voit très peu, ou alors enfin, dans nos campagnes. En gros, mais ça va être, c'est beaucoup les industriels qui les utilisent, ou les vendeurs de plants aux particuliers qui commandent en fait chez les faiseurs de plants. Quels sont vraiment les avantages des graines paysannes reproductives? Je peux pas parler d'avantages sans parler de désavantages. Bon, les avantages, c'est que les gars, vous allez être indépendants au point de vue de la semence. Au point de vue nutriments, c'est que vous vendez pas un truc, vous vendez pas juste de la bouffe à vos clients. C'est que vous vendez des minéraux, vous vendez des acides aminés, vous vendez la vitamine C, donc vous nourrissez vraiment les gens. Point de vue positif, c'est que ça a du goût. On vend pas de l'eau. Parce qu'à 2,50 € ou 3 € le kilo, comme vous allez à Leclerc, ça fait cher l'eau. Après, les points négatifs, c'est que vous allez produire un... Ah, non, on va terminer avec un point positif. C'est que c'est beaucoup plus adapté à... Enfin, c'est adapté à tout, en fait. Elle crève, c'est pas grave. Mais il y en a forcément une dans l'eau qui va survivre et qui va donner d'autres graines qui vont survivre à ce qui a tué les autres, et ainsi de suite. Donc chaque année, la plante... Chaque année, elle apprend. C'est comme l'homme, c'est vivant. Et par contre, en point négatif, c'est que je vais avoir du mal à produire 30 kg par pied de tomate, je vais avoir du mal à pousser dans la laine de roche, je vais avoir du mal à pousser tous les 23 cm chaque pied, je vais avoir du mal à faire 87 grammes pile et pas 92 ou 250, je vais avoir du mal à l'industrialisation, à la normalisation, je vais avoir du mal à pas avoir un pet, je vais avoir du mal à... Enfin, je sais pas, moi, ce monde-là m'intéresse pas. Comment vous en êtes arrivé, ta femme et toi, à proposer des graines paysannes reproductibles? Alors à la base, sans vouloir être trop vulgaire, mais c'est marre d'être pris pour un con. Où on nous vend... parce qu'on est issu d'un monde complètement conventionnel. Où moi je faisais bien comme tout le monde avec les antibiotiques, je faisais bien comme tout le monde avec les vaccins, je faisais bien comme tout le monde avec... en fait tout comme tout le monde. J'allais au cinéma, je bossais 35 heures, je faisais 1000 et quelques euros par mois, j'avais mon crédit, tout ce qu'il fallait. Et puis après, on se rend compte que ce monde, ça vaut pas grand-chose et que ça tourne uniquement dans le sens de ceux qui le font tourner, en fait. On vous met les lois pour aller dans ce truc-là et voilà. Donc moi, je voulais un truc où tout le monde se réveille un peu, faire un truc qui soit utile. Et ça, c'est un patrimoine, c'est un peu patrimoine, c'est la base de la base. Donc il y a eu ce cheminement là qui a été fait, et puis changer à mon échelle, même si je voulais que ça aille beaucoup plus vite, mais les habitudes, les gens, les industriels, les mettre un coup de pied dans le cul de beaucoup de choses, quoi. Avant j'ai été militaire, enfin j'ai eu plusieurs trucs, j'ai bossé un peu dans le bâtiment, j'ai été militaire, j'ai été un petit peu aussi éduc spécialisé, et donc il y a trop de non-sens. Et à quel moment la graine? C'est pourquoi et quand? 2008, où je bossais dans l'entreprise familiale dans le bâtiment. Il y a eu la crise, et subprime, et un bon exemple. Là tu te poses la question, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel de truc là, où il y a un truc qui pète à 8000 km là, et que nous on en prend plein les dents là, alors qu'on ne comprend pas. Et puis c'est là où après tu commences à comprendre des choses. Et la semence vraiment, c'est parce que c'était... moi il me fallait un truc, j'ai jamais fait les choses à moitié. Il me fallait un truc qui cogne. Et à cette époque-là, c'était encore 7 ans de tôle, je sais plus combien de milliers d'amendes. Et là, j'ai dit que c'est pas possible cette connerie-là. Enfin, c'est que ça me plaisait de faire un truc illégal et complètement dans un non-sens. Je n'arrivais pas à comprendre comment ce métier-là pouvait être illégal. Donc du coup, je me suis dit, c'est pas possible. Je vais le faire. Il n'y a pas une vraie histoire d'amour du vivant ou de la plante ou à la base. Il y a vraiment... Mais c'est pas possible. Donc au départ, tu n'y connaissais rien? Que dalle. Donc comment tu as commencé? Eh ben, donc licenciement économique, formation de maraîchage au lycée agricole des Vazés à Limoges. Et puis j'ai voulu m'installer en tant que maraîcher et on me demandait 40
40 ou 50% d'apport pour avoir un prêt, bien comme tout le monde. Et on me demandait aussi d'avoir un... Comment ça s'appelait ce truc-là? Un business plan. Un business plan, merci. On me demandait un business plan. Et tout un tas de trucs qui me gonflaient au possible, parce que c'est fictif. On te demande d'inventer des trucs sur un papier que tu donnes au banquier et ça pourrait se passer comme ça. Donc je trouvais que c'était encore un non-sens. Et puis je me suis plié, j'ai eu 3 refus pour 3 projets différents. Et puis donc du coup j'ai commencé à faire tout mais sans les banques. Donc on a trouvé un voisin qui voulait qui a bien voulu me prêter un bout de terrain. On a commencé, donc tout a démarré sans prêt. Et donc on a commencé comme ça tout petit avec 2000 m², après je suis monté à 6000 m², je suis monté à 13 000 m². Et après là, donc vu que on se prend même beaucoup, qu'il y a beaucoup de taf, donc on réduit. Et donc du coup on en prend plus chez les autres, chez nous 11. Et ce qui fait que voilà. C'est comme ça l'histoire du truc. Est-ce que tout à l'heure tu nous disais, nous on refuse le crédit bancaire, c'est ça? Ah ouais. Je suis pas... Je vais pas aller vendre mes fesses pour acheter de l'argent. Non. Alors on va maintenant parler des graines en elles-mêmes. Quelles sont les variétés que vous proposez? Tu as des variétés classiques et des variétés très spécifiques. Alors non, j'ai que des variétés classiques. C'est juste qu'elles sont moins connues que les autres. Parce que tout est très classique. Mais après c'est qu'on va de l'aromatique au haricot. Donc c'est... Je sais rarement quoi répondre quand on me pose ce genre de questions. Une tomate ananas noire, pour moi c'est très classique. Sauf que ça peut être parfaitement hors du commun pour quelqu'un d'autre. La tomate cœur de bœuf, on l'a. Enfin on en a 8 en gros, en vrai. À ma connaissance, il y a 12 ou 13 variétés de tomates cœur de bœuf. Il n'y en a pas qu'une. Donc on a une tomate cœur de bœuf, une rose du Japon. On a une tomate la Efred. Et on a une autre sélection de tomates que j'ai faite moi qui sont toutes des cœurs de bœuf. Mais aujourd'hui à la mode vient une tomate noire. Donc on en a aussi. Puis de l'autre côté, on a une betterave classique comme la plate d'Égypte. On va avoir la Chioggia qui est très classique. Mais de l'autre côté, on peut avoir une cylindra qui est absolument pas connue, qui est une betterave cylindrique. Ou là, une robuchka qui est moins connue. C'est une betterave pour faire le borsch. Et ou là, il y a un concombre du Mexique. C'est des tout petits concombres grands comme ça. Est-ce qu'il y a une graine 100% creusoise, on va dire, je sais pas, une création? Ah, une création? Non. C'est fait par hybridation? Non, j'ai pas de création, par contre on a des... Parce qu'en fait il y a suffisamment de choses qui existent pour que je m'amuse moi à créer. Enfin là il y a 200, on doit avoir 250 ou 280 variétés. Non, je vais me contenter de garder ce qu'on a, de sélectionner à la limite, et où on arrive sur... moi l'une de celles, ce que je préfère c'est celle-là. C'est la courgette, c'est une courgette de chez Renault. C'est lui qui l'a sélectionné à la base. Et moi qui l'ai après poussé en creuse. Ce qui fait qu'on arrive à avoir des courgettes je dirais en 7 semaines. Qui a un petit goût de noisette qui est super sympa. Et c'est en fait que j'ai sélectionné pour qu'elle aille le plus vite possible. Parce qu'on a une saison qui est courte chez nous. Donc du coup il me fallait un truc qui bombarde un peu. Et puis ça, ou alors j'ai une tomate cœur de bœuf, c'est pareil, qu'on est en train de bosser sur sa précocité. Voilà. Moi j'ai tendance à dire si ça passe chez moi, ça passera chez vous. Parce que le terrain il est pas au top, et le climat il est pas au top non plus. Et après je ramasse le milieu comme tout le monde. Et est-ce que tu arroses beaucoup au minimum? Non, on vend pas de l'eau nous. On vend des fruits. Donc du coup faut pas l'arroser. Là en gros on va arroser une fois par semaine s'ils prennent maximum 1 litre par semaine. En conventionnel c'est 1,2, 1,7 par jour. Alors comment tu fais Ils ont l'habitude. Après je vais pas avoir des grosses productions. Hein. Moi une tomate, celle-là, une tomate cœur de bœuf comme celle-ci là, je vais faire 3 beaux fruits
qui vont faire entre 180 et 280 grammes. Et après, ça va me faire 3 fruits qui vont faire entre 80 et 140 grammes, en gros. C'est pas, j'ai aucune bête de concours là, sauf ma courgette. Tout à l'heure, juste pour précision, quand tu disais une courgette de chez Renault, pardon, mais c'est qui Renault? Et ben, c'est une obtention Renault, c'est un obtenteur. C'est-à-dire que en fait, dès qu'ils ont l'impression d'avoir inventé ou créé un truc, il faut qu'ils mettent leur nom dessus. Donc en gros, c'est un labo ou un obtenteur. Et donc du coup, moi j'ai gardé son nom. Mais c'est une courgette quoi. Enfin, le mec il s'est pas pris Nobel. Ah oui, on peut labelliser. Ouais, on peut mettre son nom dessus. Dès qu'on a fait un petit truc, moi il y en a 2 ou 3 où j'aurais pu mettre mon nom dessus. Ah, donc t'aurais pu mettre la courgette Johan. Bah peut-être que maintenant je pourrais, ouais, si j'ai changé un truc génétiquement, peut-être que ouais, ça pourrait. Mais bon, je m'en fous. Donc nous, ce sont toutes des graines fraîches. Donc les seuls qui ont pris le congélateur, ça va être les petits pois et ces choses-là pour tuer les bruches. Donc c'est les petits insectes qui vont piquer dans et manger le germe. Et sinon, comme ce sont des graines fraîches, c'est par exemple une ciboulette, ça va être 1 an max. Un panais, 1 an max. Et y a que les tomates, par exemple, on pourrait les garder 8 à 10 ans, mais nous on les garde 4 ans. Quand tu dis on n'a que des graines fraîches, il y a des graines qui ne sont pas fraîches? Bah oui, là en fait les industriels, en gros, en fonction du prix du cours du marché, ils vont par exemple en 2001, ils ont pu acheter 8 tonnes de carottes et ils vont décongeler en fur et à mesure de la demande pendant 10 ans. Ce qui fait que vous avez une date en gros de fin de germination, mais pas une date de récolte, jamais. Comment vous faites pour éviter l'hybridation des courges? Parce que ça c'est un légume, faire très attention, ça peut même s'hybrider avec des courges qui sont non comestibles. Ouais, ça peut s'hybrider. En fait, il y a plusieurs familles de courges qui existent. Dans les plus connues que nous on va avoir, enfin il faut savoir, c'est que même un melon, un concombre, ce sont des courges. Les coloquintes qui sont des courges aussi. Donc en fait, tout peut se mélanger, peut potentiellement se mélanger, suivant les conditions climatiques. Donc comme nous on est 11, on peut se séparer les autres courges. Et après, pour un particulier, c'est beaucoup plus compliqué. Nous 11 par exemple, si on va se répartir, il y en a un qui va prendre deux courges de familles différentes et on peut les mettre à côté. Et où on n'a pas de problème, même si quand on les met à côté, on va essayer de respecter au moins 15 à 20 mètres, parce qu'on peut aussi avoir des croisements interspécifiques. Donc 2 espèces différentes peuvent s'hybrider aussi. J'ai déjà vu le cas une fois. Dans les plus classiques, si on prend les courges cucurbita, on va avoir en gros la maxima qui va être un potiron, la pepo une courgette et la moscata un butternut. Quand on se limite à ces 3 cas-là, on peut à 98%, on va dire, les reproduire sans qu'elles s'hybrident. Mais c'est toujours les 2% qui restent. Où il peut y avoir un croisement interspécifique. Et moi en 10 ans, j'en ai vu qu'un. Donc là, si on prend des graines de courge, on a vraiment une infime chance de tomber sur une variété hybridée. Et de toute façon, même si on tombait sur une variété hybridée, ça serait une variété comestible. Alors ça pourrait être comestible, mais toxique. Et c'est pour ça qu'il faut s'en méfier. Dès qu'une courge est amère, on cherche même pas à comprendre. Parce que même 2 courges comestibles, si elles s'hybrident, le résultat de l'hybridation peut être non comestible. Avec certains gènes, on ne sait pas ce qu'on va pouvoir avoir réellement. Parce qu'il y a des gènes qui vont être dominants. Et donc moi, je joue pas. Je joue jamais. Amer, on mange pas. Parce qu'il y a aussi des courges ornementales, on m'a dit. Parce qu'il suffit les coloquintes, voisin... ouais, mais non, ça c'est pire, ça faut pas. Faut bannir ça des jardins. Toi, est-ce qu'il se pourrait que par exemple un voisin ait une courge ornementale? Ouais. Et que ça s'hybride avec tes courges? Ah, ça pourrait, ouais. Même un tas de fumier transporté avec une graine de coloquinte. Et là ça, où ça s'hybride avec tout et n'importe quoi. Donc oui, c'est un vrai problème. C'est pour ça qu'il faut pas en mettre. Et ça sert à rien. Enfin, faut acheter-vous une guirlande. Où est-ce qu'on peut vous retrouver exactement? Le plus facile, c'est lagrainedesprés.fr, qui est un site internet où on fait tout comme Amazon. Pareil. On expédie en 48 heures, tout pareil. Mais pas pareil. Sinon sur le marché de Felletin le vendredi, parce que j'aime beaucoup ce marché. Et puis après on fait les salons et les fêtes des plantes aux alentours de la maison et normalement les lieux sont indiqués sur le site quand il est tenu à jour. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Ouais, faut semer. Arrêtez d'acheter des plants, ça coûte cher.
Et remettez les mains dedans. Arrêtez de manger de la merde.